Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 août 2026 et notre nouvel ami Matt Bracken est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Merci. C'est ma première fois, mais je regarde l'émission depuis, au moins depuis le début de cette guerre contre l'Iran en juin dernier. Pas dans sa dernière version. Mais oui, je regarde Dialogue Works et je viens de regarder une émission précédente, la dernière émission, ou celle d'il y a une ou deux émissions. J'ai commencé à regarder Ray McGovern, mais j'ai dû commencer à déménager mes affaires. Je suis dans un hôtel, donc j'ai dû tout réorganiser. C'est pour ça que j'utilise ces choses portables. J'ai un ordinateur portable posé sur une boîte. C'est un plaisir de vous recevoir, Matt. Merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé hier soir. Nous étions censés assister à une attaque américaine dévastatrice et massive contre l'Iran, visant les réseaux électriques et les infrastructures civiles iraniennes, parce que Donald Trump voulait exercer une forte pression sur le gouvernement iranien pour qu'il accepte son accord. Nous ne savons pas ce que cela signifie. Je me demandais ce que c'était, et peut-être que vous pourrez répondre à cette question. L'autre point, c'est qu'il a dit que l'Iran, avec des pays du Moyen-Orient, l'avait contacté. Ils lui ont dit, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il a alors décidé d'annuler l'attaque. Et voici ce que nous avons appris. Dans la même déclaration qu'il a publiée aujourd'hui, il a dit que le détroit d'Ormuz est ouvert en ce moment. Ils vont ouvrir le détroit d'Ormuz. Et voilà, il y a quelques instants, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Baghaei, a déclaré que l'Iran était proche de parvenir à un accord avec Oman sur la gestion du détroit d'Ormuz. Premier point. Deuxième point. Parvenir à un accord ne signifie pas que le détroit sera ouvert. Il restera fermé jusqu'à ce que nous jugions opportun de le rouvrir. L'Iran n'a rien demandé aux États-Unis et Trump a reculé face à la puissance militaire iranienne. Et si les États-Unis osent commettre un acte d'agression insensé, notre riposte écrasante affectera toute la région. C'est ce dont il parlait. Si vous nous attaquez, nous allons détruire toutes les infrastructures. Il parlait des installations pétrolières dans la région. Et en regardant la situation actuelle, quelle est votre perception? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quand Donald Trump dit qu'ils vont accepter, qu'ils doivent accepter mon accord, Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de ce que l'avocat Robert Barnes appelle l'aveu par projection. C'est se regarder dans le miroir et se crier dessus inconsciemment, parce que je ne pense pas que l'Iran ait fait la moindre approche. Je pense qu'il invente une sorte de dialogue intérieur. Je pense que son esprit n'est plus ce qu'il était, même il y a seulement quelques années. Mais du point de vue iranien, le protocole d'accord est mort. Mort dans le sens où il constitue désormais la base, la ligne de départ. Tout accord qui sera conclu à l'avenir inclura l'ensemble du protocole d'accord précédent, avec encore davantage de conditions, parce que la position de l'Iran est plus forte aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc le point numéro 5 du protocole d'accord, très explicitement, et Trump l'a signé en vidéo, dit exactement ceci. L'Iran administrera le détroit d'Ormuz pendant 60 jours, sans frais. Ce qui permettrait en quelque sorte aux navires qui s'y trouvent de sortir sans pénalité. Pendant 60 jours, vous pouvez partir. Et l'Iran mènerait un dialogue avec Oman, pas une administration partagée, mais un dialogue avec Oman, et consulterait aussi les autres États du Golfe. Mais le point principal, c'est que l'Iran administre le détroit d'Ormuz. Nulle part dans le 0,5, il n'est dit que les États-Unis ont le moindre rôle. 0. Donc, le mémorandum 0,5 a explosé quand nous avons essayé de faire passer ce canal du sud d'Oman sans consulter l'Iran. D'aucune manière.
C'est à ce moment-là que l'action militaire a commencé, parce que l'Iran a accepté. C'est nous qui l'administrons. Il n'est écrit nulle part, avec un astérisque, que la marine américaine peut passer par le fond. Et d'ailleurs, pour moi, c'est très, je ne sais pas si le mot est déshonorant, mais c'est un manque de courage que de dire à de gros pétroliers lents d'emprunter le canal d'Oman, les 3 canaux du sud d'Oman, pour sortir, alors que nos propres navires de guerre ne le font pas. Si c'est sûr pour un méthanier, alors ça doit l'être pour un destroyer de classe Arleigh Burke. Depuis la guerre du 28 février, les seules fois où nous avons vu des destroyers s'approcher du détroit d'Ormuz, c'était pendant le cessez-le-feu, alors que de véritables négociations étaient en cours. Je suppose que le calcul était le suivant. Tant que le président ou le vice-président Vance est à Islamabad, ils ne vont sûrement pas tirer sur un navire américain ce jour-là. Donc, nous avons fait entrer et sortir rapidement des destroyers du détroit d'Ormuz. La deuxième fois qu'ils ont essayé, je pense qu'on se demande encore s'ils ont essuyé des tirs ou si un système de conduite de tir les avait verrouillés. Mais nous ne faisons pas passer nos navires de guerre. En revanche, nous demandons à de gros pétroliers lents, des pétroliers non armés, d'emprunter ce passage que nos navires de guerre n'utilisent pas. Pour moi, c'est un gros problème. Or, d'après ce que je comprends des nouvelles discussions avec Oman, tous les navires devront entrer par la route iranienne. C'est par l'île de l'Arak, entre l'Arak et l'île de Keshm. Cela donne à l'Iran la possibilité d'inspecter chaque navire et d'autoriser ou non son passage. Parce que je pense que pour l'Iran, l'une de leurs lignes rouges, ce sera qu'ils ne permettront plus jamais le retour de navires de guerre américains dans le golfe Persique. Jamais. C'est une impasse désormais. Le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn a été détruit et évacué. Le personnel américain a été renvoyé chez lui. Les personnels de la marine sont soit à bord de navires, soit hors de Bahreïn. Mais je ne pense pas qu'on verra un jour à nouveau des navires de guerre américains accostés à Bahreïn. Et ils ne veulent pas non plus de navires qui acheminent du matériel de guerre, par exemple au Koweït, aux Émirats arabes unis ou dans n'importe quel pays du Golfe. Pendant Tempête du désert, en 1991, le port de Jubail était une plateforme gigantesque pour le matériel de guerre américain. Nous avons passé des mois à décharger des chars, des obus d'artillerie, tout ce qu'il faudrait pour soutenir les troupes. Nous passons des mois. On dirait qu'on a perdu Matt. Voyons s'il va réussir à revenir. Je pense que c'est un problème de connexion. Comme il l'a dit, il est dans une chambre d'hôtel en ce moment, j'imagine. And I assume. Yeah. I think he's going to be back. Let me just Je pense qu'il va revenir. Laissez-moi juste vérifier check it ça. out here. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur les bases américaines dans la région, parce que Matt a beaucoup d'informations sur ces bases. En gros, si les États-Unis décident de rester dans la région, ils doivent faire quelque chose. Sinon, cela veut dire que les États-Unis changent de politique. Nous savons que l'Arabie saoudite est très inquiète. Ils ont parlé avec Donald Trump. Hier soir, MBS a parlé avec Donald Trump et d'autres gouvernements de la région ont également appelé Donald Trump parce qu'ils savent que toute forme d'escalade signifie que leur économie va être dévastée, qu'elle va être affectée par la guerre. Et ce qui m'a en quelque sorte surpris, c'est la participation israélienne à la guerre. Il y a quelques instants, juste avant de commencer ce direct, nous avons reçu un nouveau rapport dans les médias israéliens. Selon ce rapport, une source sécuritaire israélienne a déclaré à Cannes News que la décision du président Donald Trump
d'annuler une frappe de grande ampleur prévue contre l'Iran nuit à la préparation opérationnelle et compromet la planification militaire. Le rapport affirme qu'Israël se préparait à cette attaque depuis des semaines. Ils avaient tout préparé, puis Donald Trump a soudainement décidé d'annuler. Ils ne sont pas contents. Et nous ne savons pas quelle part de ce qu'ils disent est vraie. Vous vous souvenez, quand la guerre a commencé le 28 février, il y avait un problème pour Israël, parce qu'au fil du temps, pendant la guerre, les Israéliens se désengageaient peu à peu du conflit. D'une certaine manière, toute la charge est retombée sur les Américains. Pendant ce temps, les Israéliens se concentraient surtout sur le Liban et sur le sud du Liban, parce qu'à cette époque, ils tentaient de mener diverses opérations dans le sud du Liban face au Hezbollah. Et on se souvient que le Hezbollah utilisait des drones FPV, ce qui est devenu une sorte de problème stratégique pour Israël. Comme l'a mentionné l'ambassadeur israélien à l'ONU, il a dit qu'ils utilisaient ces drones et que nous n'avions aucune solution contre cela. Ils ne frappent pas seulement les armes, ils frappent les batteries du dôme de fer et les défenses aériennes. Et en plus des pertes parmi les forces israéliennes, beaucoup de soldats israéliens ont été tués dans les derniers jours de la guerre, dans le sud du Liban, avant l'entrée en vigueur de ce soi-disant cessez-le-feu. Donc je pense que, fondamentalement, ce qui se passe. Et voilà, Matt est de retour. Vous êtes de retour. Vous êtes de retour. Oui, je suis dans un hôtel. Mais oui, je disais que, pendant la guerre du Golfe de 1991, le port de Jubail était tout simplement immense. Et dans d'autres ports d'Arabie Saoudite aussi, toute la flotte marchande américaine acheminait encore plus de matériel. Et dans un cas, avant que l'opération ne soit d'abord appelée Bouclier du désert, puis Tempête du désert, quand l'Amérique est passée à l'attaque, un missile Scud est effectivement tombé dans l'eau, très près d'un immense quai. Un quai long comme plusieurs terrains de football, chargé d'obus d'artillerie, de roquettes et de choses comme ça. Et donc à cette époque, les missiles Scud étaient très imprécis. Et c'est seulement par chance que ça est tombé dans l'eau, vous savez, à 100 mètres de cette jetée remplie d'obus d'artillerie. Si ça avait touché la jetée, ça aurait dévasté le port de Jubail et tué des milliers d'Américains, sans aucun doute. Mais c'était en 1991. Aujourd'hui, l'Iran peut tout à fait viser avec précision un seul bâtiment de casernement ou un hangar, avec un missile dont la portée et la charge utile sont supérieures à celles de ses Scud. Et cela a complètement changé tout l'équilibre des forces dans la région. Donc il est hors de question que Jubail, Kuwait City ou n'importe quel autre endroit devienne un autre avant-poste militaire américain. Cela figure aussi dans le protocole d'accord officiel, la fermeture à terme de ces bases. J'ai fait une carte qui montre environ 15 bases américaines, de la Jordanie au Koweït jusqu'à Oman, et certaines ont déjà été évacuées, comme à Bahreïn. Erbil, en Irak, est en cours d'évacuation. Ce sont des bases que nous avions depuis des années. Et je pense que quand tout cela sera terminé, les États-Unis auront quitté la région. Je ne vois pas. Vous savez, Trump peut dire qu'on va rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais quand le détroit d'Ormuz sera rouvert, il sera, je pense, contrôlé par l'Iran. Et plus aucun navire de guerre américain, ni aucun navire chargé de matériel militaire américain n'entrera jamais plus dans le golfe Persique. Permettez-moi d'afficher la carte que vous avez partagée sur votre compte X à propos des bases américaines. C'est bien ce que vous avez préparé, si je ne me trompe pas, oui? Oui. Puis ici, on voit toutes ces bases autour de l'Iran. Je pense que les plus importantes seraient, l'une d'elles se trouve à Erbil. Et oui, parce qu'elle est proche de la partie occidentale de l'Iran. Dans l'ouest de l'Iran, il y a eu de nombreuses attaques depuis le Koweït.
avec des HIMARS, visant cette partie occidentale du pays, la province du Khouzistan, qui est si proche de la frontière irakienne. Et elle peut être ciblée depuis, vous savez, depuis le Koweït. Et puis Erbil est proche des ports de la mer Caspienne, des liaisons ferroviaires et ainsi de suite, ainsi que de la ville de Tabriz. Oui. Et en ce qui concerne les bases américaines là-bas, nous avons appris récemment qu'ils vont retirer tous ces systèmes patriotes du Kurdistan irakien, c'est-à-dire d'Erbil, dans le nord de l'Irak. Comme vous le voyez sur cette image, c'est Erbil. La base s'appelle la base aérienne d'Erbil Harir, ou Al-Harir comme ils l'appellent. Et selon vous, si je ne me trompe pas, ils ont encore 5 systèmes patriotes au Kurdistan irakien. Et le même rapport indiquait qu'ils allaient les retirer d'ici septembre. Cela veut dire qu'il n'y aura plus personne sur place pour assurer le soutien. Je ne sais pas ce qu'il adviendrait de la base aérienne. Quelle est votre lecture de la situation? Eh bien, je pense que 2 des vidéos les plus importantes que j'ai vues la semaine dernière étaient du professeur Ted Postol, du MIT. L'une était avec le colonel Dan Davis dans son podcast Deep Dive, et je crois que l'autre était avec Mario dans son podcast. Il était avec moi. Oh, pardon. Oui, vous êtes un frère de l'autre côté de l'eau. Oui. Je suis désolé. Je l'ai appelé Nima un jour quand j'étais dans son émission, donc. Mais ce sont des vidéos formidables parce que je pense qu'on en arrive à la conclusion que le système de défense patriote, tout comme le système TAAD, a été en gros une fraude. Ils ont revendiqué un taux de réussite qu'ils ne méritent pas. Donc si vous dites que le patriote est efficace à 90%, mais qu'en réalité vous avez toujours su qu'il n'était efficace qu'à 10%, ou moins, comme le dit le professeur Postol, alors que doivent penser la Corée, le Japon, l'Arabie saoudite et le Koweït des milliards de dollars qu'ils ont dépensés. Si je vendais à la police un gilet pare-balles, mais qu'il était simplement fait de coton et qu'il n'arrêtait pas les balles, ils le testeraient et diraient « Écoutez, nous n'achetons pas ces gilets pare-balles. » Ils ne sont pas à l'épreuve des balles. Mais comment tester le patriote? Vous inventez une histoire sur les Scuds pendant la guerre du Golfe. C'est faux, comme Ted Postol l'a montré et décortiqué. Et ensuite, vous vendez le système. On a donc vu des soldats qui étaient censés être protégés par des patriotes, vous savez, être tués ou blessés. Et je ne pense pas que le fait qu'il y ait ou non des patriotes à Erbil change quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont vraiment fonctionné? Sont-ils efficaces? Et comme le dit le docteur Postol, quand on ajoute le facteur hypersonique et le guidage GPS chinois, lorsqu'il passe en mode hypersonique, l'ogive dispose d'un petit moteur fusée qui l'accélère durant les 30 dernières secondes, et le patriote ne peut pas y faire face. Ils peuvent aussi désormais manœuvrer et effectuer des virages pendant leur descente. Le patriote ne peut pas non plus y faire face. Donc, progressivement, et ça le public de la télévision américaine ne le sait pas encore, seuls ceux qui étudient les questions militaires le savent, on constate que le Patriot ne fonctionne pas. Donc les patriotes qui restent, je pense qu'ils vont les replier vers les bases aériennes en Jordanie et bien sûr vers Israël. Parce que, vous savez, nous avons déplacé nos avions ravitailleurs, nos appareils de ravitaillement en vol, de plus en plus loin vers l'arrière, jusqu'en Jordanie. C'était l'objectif des frappes iraniennes, comme la semaine dernière en Jordanie. Je n'arrive pas à prononcer le nom de la base aérienne Muwafaq Salti, d'où sont sorties les vidéos célèbres. Et je pense qu'une autre grande histoire de cette guerre sera énorme. Militairement, ça n'a aucun sens de n'avoir que 14 morts au combat, contre des centaines d'évacuations médicales. Et la seule explication que je vois,
c'est qu'il s'agit de blessures causées par l'explosion. Si vous avez une alerte d'1 ou 2 minutes, ou peut-être même de 5 minutes, vous pouvez peut-être vous éloigner du hangar rempli d'avions de chasse, dont vous pensez qu'ils pourraient être pris pour cible. Mais il n'y a pas de véritable bunker sur la rive ouest du golfe Persique, des bunkers souterrains à l'intérieur d'une montagne, comme ceux qui sont construits en Iran. Dans la région du Golfe, les bases militaires sont simplement construites en surface. Et même les bunkers sont, par exemple, des barrières anti-explosion en béton, comme un mur, ou même simplement des sacs de sable. Cela peut donc protéger un soldat qui a une alerte d'1, 2 ou 3 minutes. Ils peuvent le protéger des fragments de matériaux qui volent dans l'air, et ainsi éviter une blessure traumatique, comme une amputation. Vous savez, mais ça ne vous protégera pas contre une explosion. Vous pouvez être de l'autre côté d'un mur, mais l'onde de choc va quand même vous blesser très très gravement. Donc, vous ne vous viderez peut-être pas de votre sang parce que votre bras a été arraché, mais vous subirez une surpression énorme. Dans les vidéos du Dr Postel, il montrait des images de Tel Aviv ou de Washington et expliquait les PSI, les livres par pouce carré, ainsi que les différents dégâts causés au bâtiment. La même chose pourrait arriver à des personnes qui se trouvent simplement dans un certain rayon autour de cette explosion, même si elles sont de l'autre côté d'une barrière en béton. Elles ne les protègent pas de l'onde de choc, seulement des débris projetés, mais pas de l'onde de choc. Donc je pense qu'un aspect majeur de cette guerre sera le nombre de soldats américains, de sous-traitants et d'employés locaux. Il y a aussi beaucoup d'employés recrutés sur place qui vont souffrir de traumatismes crâniens et d'autres effets liés aux explosions. Cela peut avoir des conséquences à vie, des changements de personnalité, des troubles de l'équilibre, des problèmes d'attention. Et cela peut être très dévastateur. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les médias américains n'en parlent absolument pas. Qu'est-il arrivé à ces centaines de soldats évacués vers l'Allemagne? Qui va les voir? Quelle est leur histoire? Maintenant, on parle de leur retirer leur smartphone, leur téléphone portable, pour qu'ils ne puissent pas filmer, comme on l'a vu sur la base aérienne en Jordanie. Mais en réalité, ça ne vise que le public des médias américains. Parce que pour l'Iran, qu'un Américain publie une vidéo ou non, c'est sans importance. Des Jordaniens sur place, ou n'importe qui, dans n'importe quel pays, qui voit le missile tomber et filme la scène, publie ensuite ces vidéos sur Internet. Et il est extrêmement facile de géolocaliser le point d'impact exact. Contrairement à la guerre du Golfe, où l'on pouvait encore se demander comment faire croire que les missiles frappaient à différents endroits, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Avec les gens qui filment sur leur téléphone portable, mais aussi les Iraniens qui regardent les images satellites avec les Chinois et les Russes. Ils peuvent déterminer la précision à quelques mètres près. Que les soldats américains aient un smartphone ou non, ça ne change rien. On ne peut pas cacher l'emplacement exact. Et puis, au bout de quelques jours, les images satellites commerciales sortent et montrent que c'est bien le bâtiment précis qui a été frappé, ou le site radar précis. C'est pour ça que je pense que Trump recule. Dans les médias américains, on dit que le prince héritier MBS a parlé à Trump et lui a dit « Ne le faites pas, parce que la région sera dévastée ». Les usines de dessalement seront hors service et l'eau posera un gros problème. Mais il y a aussi autre chose qui s'est produite il y a seulement quelques jours. Cette frappe de drone sur Damiette en Égypte, de l'autre côté du canal de Suez, donc plus loin de l'Iran. Alors, qu'il ait été tiré par les Houthis ou par les Iraniens, ce n'était qu'un drone. Les Russes ont des modèles à réaction, mais les Iraniens utilisent surtout des drones à hélice, avec des moteurs à piston. Ils sont très lents et volent à basse altitude. S'il a traversé toute l'Égypte,
ou s'il est passé au-dessus de la Méditerranée avant d'entrer en Égypte pour frapper Damiette, alors il aurait pu frapper n'importe où dans la zone du canal de Suez, n'importe où en Égypte. Mais ce qu'il a visé, c'est une installation de GNL, un méthanier converti pour la regazéification. Donc c'est un navire. Il a des hélices, mais en gros, il reste amarré en permanence pendant des années. S'il modifie les contrats ou font autre chose, il pourrait être déplacé ailleurs. Mais il fait partie du système de regazéification de l'Égypte. Donc, un méthanier venant du Qatar ou d'ailleurs, ou un gazoduc depuis le Qatar. Le méthanier décharge sur cette unité de regazéification. Et ensuite, le gaz est transformé en gaz naturel et injecté dans le réseau égyptien, pour les centrales électriques, les usines, enfin, pour tous ceux qui utilisent du gaz naturel en Égypte. Si ça n'avait pas été un drone, mais un missile Khorramshahr Khaybar qui avait frappé, comme le décrivait Ted Postol, vous savez, en touchant Washington ou Tel Aviv, alors l'énergie de ce GNL aurait pu être libérée dans une explosion massive. Vous savez, une explosion de l'ordre de la kilotonne qui aurait dévasté la zone portuaire de Damiette et coupé aussi l'approvisionnement de l'Égypte en gaz naturel. Vous savez, sur ces installations, sur toutes les installations de GNL, il est écrit partout « interdiction de fumer », n'est-ce pas? Évidemment. Mais elle dispose de systèmes de lutte contre l'incendie. Parce que si quelque chose échappait à tout contrôle sur l'un de ces navires, il faudrait éteindre le feu immédiatement. Au moindre type de fuite, avec toutes les canalisations, au moindre dégazage, ils doivent avoir des moyens de lutte contre l'incendie. Donc, tirer un drone sur ce truc, c'était strictement un avertissement. Une petite tape, juste un avertissement doux et poli. La même chose pourrait arriver avec un missile balistique à moyenne portée et dévaster cette zone. Et puisque ce drone a survolé le canal de Suez, le même missile pourrait frapper. Et c'est important, ce qui a été touché à Damiette, c'était un navire de GNL détenu par des Américains. Je crois qu'il battait pavillon des îles Marshall, mais il était détenu par des Américains. Si un navire américain dans le canal de Suez est frappé, enfin, si l'Amérique et l'Iran vont se livrer à une guerre aérienne totale, sans aucune retenue, alors un navire dans le canal de Suez, frappé par l'un de ces missiles, ce serait facile, parce qu'ils avancent en ligne droite, à seulement quelques milles à l'heure, non? Ce n'est pas comme un porte-avions qui avance à 65 km à l'heure et qui tourne sans arrêt. Là, c'est dans le canal de Suez, à moins de 16 km à l'heure. Donc le calcul est très simple. Si un navire est touché par un missile hypersonique dans le canal de Suez, il explosera. Le porte-conteneur d'Evergreen, l'Ever Given, c'était il y a environ 5 ans. Il a simplement tourné du mauvais côté et s'est enlisé dans le sable. Mais le navire n'était pas endommagé. Il a juste fallu faire venir des bulldozers, retirer le sable et remettre le navire dans l'axe. Mais ça a fermé le canal de Suez pendant 1 semaine. En revanche, si un navire explose dans le canal de Suez et que la guerre continue, alors demain, un autre navire pourrait exploser. Si vous dégagez le premier, un autre explosera. Je suis assez âgé pour m'en souvenir. Je n'avais que 10 ans à l'époque. Mais en 1967, lors de ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours, quand Israël a pris le Sinaï et le plateau du Golan, en Syrie, le canal de Suez est resté hors service pendant 7 ans. Il est resté fermé jusqu'après la guerre de 1973, la guerre du Kippour. Donc vous savez, de mémoire d'homme, les dirigeants de toutes ces entreprises, des types de mon âge, savent tous que le canal de Suez peut être fermé. Et si le canal de Suez, Bab el-Mandeb, la Porte des Larmes et le détroit d'Ormuz sont tous fermés, alors l'Arabie Saoudite et les États du Golfe sont complètement foutus. Parce que le pétrole qui sortirait d'Arabie Saoudite ne pourrait pas passer sur de petits navires par le canal de Suez s'il est bloqué. Autre élément important,
Une grande partie des produits finis et de la nourriture consommée dans les États du Golfe arrive par le canal de Suez, depuis l'Europe et d'autres endroits. Tous les porte-conteneurs qui arrivent avec des produits finis d'Amérique ou d'Europe et qui viennent vers le Golfe, en passant par la mer Rouge puis le détroit d'Ormuz, les trois sont bloqués. Cette région est dévastée, alors que l'Iran reste relié à une douzaine de pays par des frontières terrestres, ainsi qu'à la mer Caspienne. Donc, vous ne pourrez pas, personne ne peut isoler l'Iran. Les dernières, ces généraux sur Fox News parlent d'une quarantaine contre l'Iran, comme si on allait obtenir du Pakistan, de l'Afghanistan et de tous les pays de la Caspienne qui nous permettent de faire passer des avions de chasse dans leur espace aérien. Ça n'arrivera jamais. Vous savez, pendant la guerre du Vietnam, on pouvait voler directement au-dessus du Sud-Vietnam. Ils ne pouvaient pas riposter. Nous pouvions survoler Hanoï et le Nord-Vietnam et ils pouvaient tirer des missiles solaires. Mais nous continuions à faire des allers-retours avec des B-52 en larguant simplement des bombes conventionnelles. Vous avez vu ces images? On larguait des bombes conventionnelles à volonté, 3 fois plus que ce que nous avions largué sur l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à côté du Sud-Vietnam, il y avait le Laos et le Cambodge. C'était ce qu'on appelait la piste Ho Chi Minh. Des soldats nord-vietnamiens y conduisaient des camions, puis, à la fin, poussaient simplement des chariots, comme une bicyclette à côté de laquelle on marche, chargée de matériel. Nous pouvions bombarder tout ça jusqu'à le réduire en miettes, tous les jours, avec des B-52. Et pourtant, nous n'avons jamais coupé le Sud-Vietnam de son ravitaillement. L'idée, savez, les communistes Viet Cong du Sud-Vietnam finiraient timbre Niermik. Plus de mines, plus de munitions, plus de mortiers, si on les coupait simplement du Laos et du Cambodge. Et le Laos et le Cambodge ne pouvaient rien dire aux États-Unis. On pouvait faire voler des B-52 dans un sens et dans l'autre, 24 heures sur 24. On n'a jamais empêché le Sud-Vietnam d'être ravitaillé. Alors ces mêmes généraux qui parlent d'une invasion terrestre de l'île de Kag, de l'île de Keshm ou de Chabahar, ils sont tellement dans le déni de la réalité. Ensuite, ils commencent à dire qu'on va mettre l'Iran en quarantaine. L'Iran est 10 fois plus grand que le Sud-Vietnam, il a une douzaine de pays à ses frontières et la mer Caspienne. Vous savez, il est soutenu par la Russie et la Chine qui ne laisseront jamais l'Iran tomber sous cette attaque. C'est complètement irréaliste. Et sur Fox News, je regarde, c'est allumé là en fond en ce moment même, ils parlent encore de nos options. Et le tweet de Trump hier soir sur le fait d'apporter la terreur militaire à l'Iran. Il a utilisé le mot terreur avec un grand T. Comment pense-t-il qu'on va terroriser les Iraniens pour les pousser à renverser le régime? Et qu'ensuite ils vont dire « Oh, allez-y, entrez, l'Amérique, et aidez-nous à conclure de nouveaux accords commerciaux. » C'est tellement délirant. C'est juste, je n'arrive même pas à croire à quel point c'est délirant. Et certains de ces généraux de télévision ont mon âge. Ils se souviennent du Vietnam. Ils se souviennent de tempêtes du désert. Ils pensent encore qu'on est en 1992. J'ai fait un mème aujourd'hui avec 4 vignettes. Je ne sais pas si vous pouvez l'afficher. Mais on se bat dans le mauvais siècle, la mauvaise guerre, d'accord? Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait encore des unités de cavalerie à cheval. Mais évidemment, il y avait des chars, des mitrailleuses et des barbelés. Et la cavalerie à cheval est devenue obsolète. Et je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est une armée du XXe siècle. Des avions ravitailleurs, des avions d'attaque qui ont gagné. Le XXe siècle a rendu les chevaux obsolètes. Toutes les armées en 1910 avaient encore de la cavalerie à cheval, si vous pouvez le croire. Je crois que les Polonais ont mené la dernière charge de cavalerie vers 1939.
Mais les chars, les barbelés et les mitrailleuses ont fait fuir les masses. Et ce que les États-Unis ont, c'est un modèle aérien du XXe siècle, des avions ravitailleurs et des avions de chasse. On ne peut plus survoler directement l'Iran, sauf à être très prudent et à risquer que des pilotes ou des avions soient abattus. Pourtant, on en a même besoin pour aller de la Jordanie et d'Israël jusqu'à un point de lancement. Ces avions doivent se ravitailler en carburant avant même de pouvoir atteindre un point d'où lancer leurs missiles à distance. Mais pendant ce temps, l'Iran n'a pas investi dans ce modèle du XXe siècle. Il n'a pas investi dans une marine du XXe siècle. Il n'a pas investi dans une armée de l'air du XXe siècle pour affronter notre armée de l'air du XXe siècle. Il a fait un bond d'un siècle en avant et il s'est appuyé sur sa géographie, des montagnes de granit avec des tunnels, des complexes de tunnels horizontaux à l'intérieur, avec de multiples entrées. Puis il a consacré son argent et ses investissements à ses missiles balistiques. Les missiles à courte portée, c'est moins de 1000 km. À moyenne portée, c'est de 1000 à 2000 km. C'est la portée qui permet de frapper Israël ou l'Égypte. Et ces missiles sont mobiles sur camion. Donc sur la route, ils ressemblent à un simple camion commercial ordinaire. Ou bien, ils peuvent sortir du flanc d'une falaise. Parce que quand vous avez des montagnes, comme en Iran, ça vous donne toutes ces possibilités. Ce n'est pas pour rien que le commandement stratégique américain est au Colorado, à l'intérieur d'une montagne, n'est-ce pas? Ils ne l'ont pas construit au Kansas, sous un champ de maïs. Il existe de grandes bases comme ça, construites à l'intérieur d'une montagne. J'étais dans l'un de ces complexes, en Italie. Votre véhicule descend une route dans un canyon, puis il y a tout simplement une grande porte qui donne dans le flanc d'une montagne. Et à l'intérieur de la montagne, c'est comme une ville, avec plusieurs niveaux, plusieurs couches, comme des étages organisés en grilles, à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est de la taille d'un immense bâtiment, mais tout est à l'intérieur d'une montagne. Et ça, c'était seulement en Italie. Donc, je peux seulement imaginer ce qu'ils ont en Iran. Parce qu'on a vu les images, une grotte assez grande, un tunnel assez grand, un tunnel en granit. Donc, pas besoin de soutènement. Assez large pour que 2 de ces lanceurs de missiles puissent s'y croiser, ou pour les garer sur le côté. Vous savez, notre armée pense encore qu'on va faire la guerre comme en Yougoslavie ou en Libye, qu'on peut simplement positionner un porte-avions à 800 km de la Libye et la bombarder à outrance, comme dans Top Gun, sans qu'ils puissent y faire quoi que ce soit. Eh bien, l'Iran a compris ça, et ils n'ont pas essayé de construire un autre porte-avions. Ils sont entrés dans le 21e siècle. Nous, on s'accroche encore au 20e. Il semble que Benjamin Netanyahou, lors de sa dernière visite, ait essayé de convaincre Donald Trump qu'il existait une option viable pour s'en prendre à Pickaxe Mountain, en Iran, pour frapper la cible qui s'y trouve. Quelle est votre compréhension de ce genre de... Parce qu'ils ont essayé. Ils ont attaqué 2 fois, si je ne me trompe pas. Ils ont bombardé cet endroit, mais ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Pourtant, on voit Benjamin Netanyahou insister sur ce point. Quel est votre avis là-dessus? Oui, cette histoire de montagne de la pioche, je crois que c'est une traduction du persan d'un mot similaire. Je crois que... En persan, ils appellent ça kolang. Et ça, c'est comme un pic. Oui, exactement. Ça signifie littéralement pioche. S'il ne portait pas un tel nom, je pense que ça ferait appel à la dimension hollywoodienne de notre manière de faire la guerre. On dirait un film Disney, ou un truc du genre Tom Cruise, Top Gun Maverick. Alex Jones aime parler de programmation prédictive, cette idée qu'on nous met en tête ce qui va arriver ensuite. Il y a tous ces films sur la guerre biologique et les pandémies, puis le Covid arrive.
c'est ça? Ou alors, dans ce cas-ci, vous avez Top Gun Maverick, qui est sans doute le pire film de guerre jamais réalisé, où des avions de chasse doivent larguer une bombe dans, genre, une petite bouche d'aération pour faire un trou assez grand pour la deuxième bombe. Je veux dire, c'est ridicule, parce qu'ils utilisent des avions de chasse pilotés qui volent dans les montagnes. Je crois que c'est censé être soit l'Iran en hiver, soit la Corée du Nord. Ils ne nomment jamais le pays. Mais tout repose sur l'idée qu'on met une bombe dans le trou, puis une autre bombe dans le trou. Alors des millions d'Américains se disent « Bon, ça paraît plausible, Tom Cruise l'a fait, qu'est-ce que vous voulez ?» Alors les bombardiers B-2 peuvent sûrement le faire aussi. Et ça s'appelle la montagne de la pioche. Je pense que du point de vue de Bibi Netanyahou, ce qu'il veut, c'est que l'Iran soit détruit. Peu lui importe que l'Amérique ouvre le détroit d'Ormuz ou ne l'ouvre pas. Si les États arabes du Golfe sont ruinés économiquement, c'est aussi une bonne chose du point de vue d'Israël. Ils veulent être entourés d'États défaillants, impuissants, faibles, d'États défaillants qui fonctionnent au niveau des bandits et des seigneurs de guerre et qui se battent simplement entre eux pour ce qu'il reste. Alors, s'ils peuvent pousser les Américains à être assez stupides pour envoyer 100 ou 5000 soldats au milieu de l'Iran, et il ne s'agit pas de l'île de Karg, à côté du Koweït, il s'agit du cœur de l'Iran, afin d'y mener une opération, qu'il y ait 100 Américains ou des milliers, cela nécessiterait tous les avions de guerre américains dont nous disposons. Parce qu'avec des troupes américaines au sol, il faudrait déployer une armada aérienne absolument massive au-dessus de toute cette zone. Et malgré cela, il serait impossible d'empêcher l'Iran de tirer sur elle des missiles balistiques à courte portée, ainsi que des drones et de l'artillerie, sans compter les habitants du secteur armé de fusils. Cela exigerait donc quelque chose de l'ampleur de Tempête du désert ou du débarquement de Normandie pour protéger des centaines d'Américains pendant qu'ils entreraient dans une grotte creusée dans une montagne de granit, un tunnel qu'ils n'ont jamais vu. Et ils ne savent pas si derrière cette porte blindée, il y en a une autre. Des portes conçues pour résister, par exemple, à une arme nucléaire tactique. Et comme Ted Postol l'a décrit, pour se protéger des effets de souffle. Ce n'est pas comme s'il y avait un seul puits qui descendait vers les centrifugeuses. Les Iraniens ont des ingénieurs. Ils comprennent ces choses-là. Donc on construit une série de virages et même toute personne aux États-Unis qui possède, par exemple, un silencieux pour une arme à feu comprendra ce dont je parle. Des chambres d'expansion. Là où le tunnel fait un virage à 90 degrés. Après ce virage, on peut simplement avoir un grand espace ouvert, conçu pour absorber une partie du souffle de l'explosion. Alors Tom Cruise, George Clooney et Matt Damon vont tous descendre dans ce réseau de tunnels, et ils n'auront plus qu'à tirer sur des personnages de dessins animés iraniens, comme dans un jeu de tir à la première personne. Et à chaque étape, ils auront un gars intelligent avec un truc à brancher pour pirater le code et ouvrir la porte suivante. C'est une fantaisie complètement délirante. Et je suis sûr que Bibi Netanyahou sait que ce serait un désastre. Mais une fois qu'on aura des centaines de soldats sous le feu iranien, Bibi Netanyahou pense que l'Amérique dira « Ça y est, maintenant on part en guerre totale. Il faut la conscription. Il faut envoyer tous nos militaires. Il faut vaincre l'Iran. » Mais même ça, c'est une plaisanterie, parce que l'Iran est 10 fois plus grand que le Sud-Vietnam. En 1968, nous avions 500 000 soldats au Sud-Vietnam. 500 000. Nous avions 5 000 avions au Vietnam, stationnés sur des pistes au Vietnam, des hélicoptères, des C-130, des F-4 Phantom, partout dans le Sud-Vietnam. Nous contrôlions les ports, Saigon, la baie de Cam Ranh. Nous pouvions tout simplement acheminer par bateau des cargaisons entières de ce qu'on voulait au Sud-Vietnam. Et comme je l'ai dit,
Nous avons bombardé à outrance le Laos et le Cambodge voisins pour tenter d'arrêter la piste Ho Chi Minh. Ça ne l'a jamais arrêté. L'Iran est 10 fois plus grand que le Sud-Vietnam. Ils peuvent riposter. On ne peut pas simplement le survoler avec des B-52 comme à l'époque, parce qu'il serait abattu. Et l'idée, au Vietnam, il y avait la jungle, une jungle à triple canopée. Mais nous avons utilisé des défoliants, l'agent orange, l'opération Ranch Hand, pour tout raser, si on se disait, bon, cette jungle nous gêne pour voir. On vient seulement de le défolier. On ne peut pas défolier une montagne. On ne peut pas bombarder une montagne en tapis et faire disparaître tous les arbres en ne laissant que des cratères. Ça restera une montagne. Et je pense que les Américains ne comprennent toujours pas l'ampleur de tout ça. Mais les Américains savent quelle est la taille de l'État du Colorado. L'Iran est 6 fois plus grand que le Colorado, et ses montagnes sont plus hautes que celles du Colorado. Les montagnes du Colorado sont là. Les montagnes iraniennes sont là. C'est 6 Colorado. Il est entouré d'autres nations qui n'accepteront pas un blocus et ne nous permettront pas de survoler sans cesse la frontière iranienne. Mais tout ça reste aux États-Unis. Israël contrôle toujours une grande partie du récit. Mais souvenez-vous, ils ne pensent pas qu'on puisse gagner en Iran. Ils se moquent qu'on gagne en Iran. Ils veulent qu'on fasse leurs dégâts. Ils veulent qu'on y aille comme un boulet de démolition pour déstabiliser et détruire. Si l'électricité est coupée, que les gens se battent, qu'ils ont faim et qu'il y a des réfugiés partout, pour Israël, c'est le résultat parfait. Des millions de personnes pourraient mourir. Des millions pourraient mourir de faim. Des millions pourraient être forcés de fuir. Pour aller où? En Turquie? En Irak? Qu'est-ce qui les attend là-bas? Mais pour Israël, c'est une victoire. Un Iran transformé en une Libye, une Syrie ou un Liban géant, ou en n'importe lequel de ces pays, c'est une victoire pour Israël. Ils veulent être entourés d'États défaillants. Et pour moi, c'est honteux. Je veux dire, ils parlent même d'un plan Gaza pour le Liban, alors qu'ils font exploser des villages entiers. Ils appellent ça le modèle Gaza. Ils en sont fiers. C'est ce qu'ils feraient à Téhéran. Ils transformeraient Téhéran en Gaza, s'ils le pouvaient. Et ils veulent utiliser l'Amérique pour le faire. Oui, oui. En fait, oui, ils appellent ça le modèle Gaza-Rafah. Et c'est un modèle qu'ils ont mis en œuvre à Gaza. Et tout cela se fait avec des bombes et des avions américains. C'est une étoile de David peinte sur un avion fabriqué en Amérique. Ils étaient censés faire ça dans le sud du Liban. Ils ont essayé de le faire. Et ils voulaient attaquer, si vous vous en souvenez, dans la partie sud de Beyrouth, à Daïeh. Ils ont attaqué là-bas, et les Iraniens ont riposté. Ils ont attaqué le nord d'Israël. C'était la première fois que l'Iran attaquait Israël sans avoir été attaqué par Israël. C'était à ce moment-là. Oui, parce que l'Iran est intelligent. Je pense que les Perses jouaient déjà aux échecs il y a très longtemps, non? Et ils comprennent qu'on ne peut pas être totalement dans la réaction. Votre adversaire doit savoir qu'il y a 2 joueurs dans cette partie, pas un seul. Mais c'est dans le protocole d'accord, le premier point. Et comme les Iraniens l'ont très bien expliqué, les points sont classés par ordre d'importance. Le numéro 1 mentionne le Liban 3 fois. Vous savez, et c'est écrit en grosses lettres, doit. Ce que Trump a signé, c'est d'accord, je vais tordre le bras à Israël et les forcer à quitter le Liban. C'est ça que Trump a signé. Mais Bibi Netanyahou lui fait carrément un doigt d'honneur et dit « hors de question ». Et Trump recule. Donc la question, c'est de savoir qui dirige vraiment et quel genre de moyens de pression Netanyahou et le Mossad ont sur Trump ou sur les amis de Trump. Ça pourrait être très compromettant pour certains de ses amis s'ils figurent en bonne place dans ces dossiers Epstein.
Je suis sûr que le Mossad a davantage d'informations que le FBI. Et même ce que le FBI a nous est caché. Alors je me demande quel contrôle Israël exerce sur Trump. Parce que comment la grande Amérique peut-elle être écartée par le petit Israël alors que tout ce qu'ils ont vient de nous? Les avions de chasse, les bombes, tout est américain. Comment peuvent-ils nous balayer d'un revers de main? À l'époque de Beyrouth, j'y étais vraiment, en 1983, au début de l'année 1983. C'était en fait le premier chapitre de l'implication américaine moderne en Asie de l'Ouest, ce que nous appelons le Moyen-Orient. En 1992, Israël, c'était l'époque où Ariel Sharon était aux commandes, et c'était, disons, un homme assez agressif, n'aimait pas beaucoup les Arabes. L'armée israélienne est allée jusqu'au faubourg de Beyrouth. C'était avant le Hezbollah, il n'y avait pas de Hezbollah. Il n'avait pas encore été fondé. Et il y a eu des massacres dans des camps appelés Sabra et Shatila. Et Ronald Reagan a envoyé les marines. En Méditerranée, il y a toujours des marines. Si vous voyez les lettres ARG, cela signifie groupe amphibie prêt à intervenir. Donc un MARG, ce serait un groupe amphibie prêt à intervenir en Méditerranée. Il y a donc toujours quelques milliers de marines sur 5 ou 6 navires de guerre de la marine américaine, des navires amphibies, en Méditerranée. Et s'il y a un problème au Liban, ils sont proches du Liban. Alors, quand les massacres ont eu lieu, très rapidement après, Israël a été très embarrassé et choqué par les images qui sont sorties et qui rappelaient le massacre de My Lai. Il n'y avait pas de combattants, il n'y avait pas d'hommes dans ces camps. Parce que Israël attaquait, les hommes avaient quitté les camps. Ils menaient diverses formes de résistance, ou bien ils se faisaient discrets pendant que les avions israéliens survolaient la zone de partout. Donc, alors qu'il n'y avait plus que des femmes et des enfants dans ces camps, des groupes phalangistes chrétiens, ce qu'eux appelaient les phalangistes, alliés aux Israéliens, y sont entrés pour faire le sale boulot, le travail sanglant. Et les images qui en sont sorties ont horrifié le monde. Je rappelle cette histoire parce que tous ceux qui ont moins de 50 ans ne la connaissent probablement pas. Cherchez Sabra et Shatila. C'était comme le massacre de My Lai. Et le monde a été horrifié. Et Ronald Reagan a dit aux Israéliens qu'ils devaient se retirer de là, sinon nous couperions totalement les ponts avec eux. Et il le pensait vraiment. C'était la seule chose qui pouvait arrêter les Israéliens. Nous avons aussi envoyé les marines, ainsi que des Italiens, des Français et des Britanniques. J'y étais au printemps 1983. Mais c'était une réponse à l'agression israélienne et au massacre. L'intention des Américains sur place était de maintenir ces parties séparées et en réalité de nous placer entre les Israéliens et les quartiers chiites du sud de Beyrouth. Cela s'est transformé en fiasco complet. On peut toujours intervenir comme arbitre neutre ou comme médiateur et se retrouver entraîné à prendre parti. C'est ce que nous avons fait. Nous savons tous ce qui s'est passé en octobre avec les marines. Ce que l'histoire appelle une caserne n'en était pas une. C'était le quartier général d'une équipe de débarquement de bataillon. Il n'aurait pas dû y avoir plus de 20 hommes là-bas, la nuit. Puis des centaines de marines ont commencé à s'y glisser pour y dormir, parce qu'il faisait froid et qu'il pleuvait dehors, dans les tentes. Des tentes qu'il fallait creuser dans le sol. Parce qu'à ce moment-là, nous échangions des tirs avec les milices chiites, avec des tireurs d'élite et des mortiers. Les tentes devaient donc, littéralement, se trouver sous le niveau du sol. Alors imaginez à quel point c'est misérable si votre tente de 20 hommes se trouve dans un trou de 3 mètres de profondeur et que la pluie en remplit le fond. Alors, ils ont commencé à se faufiler dans ce bâtiment du quartier général, juste pour dormir sur leur petit tapis de sol en caoutchouc. Et pour le moral,
les officiers des marines ont fermé les yeux. Ils n'ont rien dit. Ils auraient dû dire « Prenez sur vous. On ne peut pas avoir une cible comme ça. Il faut garder tout le monde dispersé, même si c'est inconfortable. » Donc on est à Beyrouth, où les voitures piégées étaient un outil courant. Le président suivant aurait dû être un homme nommé Gemayel, qui était très charismatique. Il y avait 2 frères Gemayel dans cette famille. Il a été tué dans l'explosion d'une voiture piégée. L'ambassade américaine a été détruite par une voiture piégée qui a foncé directement dans l'ambassade, sur la corniche. Donc, ce n'était pas quelque chose d'inconnu. Et j'y étais au printemps, pas en octobre. Mais les marines n'avaient même pas le droit d'avoir un chargeur dans leur fusil. Ils devaient obtenir l'autorisation d'un officier pour charger un chargeur dans leur arme. Il n'y avait aucun obstacle pour empêcher ce camion d'entrer directement dans le bâtiment, alors qu'il n'aurait jamais dû y avoir plus de 20 personnes sur place la nuit. C'était juste un poste de garde, avec des sentinelles. Mais en Amérique, c'est considéré comme l'un des pires péchés de ce qu'ils appellent ça. Nous sommes en guerre depuis 47 ans. Et tout le monde désigne cet endroit, ce que les marines appellent la caserne des marines, qui n'a jamais été une caserne, comme un énorme acte de terrorisme commis par l'Iran contre l'Amérique. À cette époque, nous étions en fait engagés dans une guerre de faible intensité contre la milice chiite dans cette région. On tirait, vous savez, le cuirassé Iowa tirait d'énormes obus sur la vallée de la Bekaa. Donc ça n'aurait dû surprendre personne que la même nuit où les marines ont été frappés, ils aient frappé l'ambassade de France ou une cible française. Et on retrouve le même schéma pendant la guerre en Irak, l'opération Iraqi Freedom. Dans les médias américains, l'Iran est arrivé avec cette nouvelle arme terrible appelée projectile formé par explosion. Un truc de haute technologie capable de traverser les chars américains. Alors que nous en fabriquions, moi, jeune SEAL, j'en fabriquais déjà vers 1980. Ça s'appelle une charge à plateau, du C4 posé sur un disque d'acier qui, au moment de l'explosion, se replie et part à une vitesse folle, comme une météorite. En fait, je me souviens qu'on tirait ça à travers, disons, d'énormes moteurs de camions. Et un disque d'acier de 10 pouces faisait un trou de 3 pouces de diamètre, de part en part dans un moteur de camion, d'un côté à l'autre, ou de l'avant à l'arrière. C'est ce qu'ils ont ensuite appelé un projectile formé par explosion. Et ils ont affirmé que seuls les Iraniens pouvaient être assez intelligents pour comprendre cette technologie très simple. Donc, les marines ou les soldats morts en Irak, ils disent que des centaines d'entre eux ont été tués par l'Iran à cause de ce projectile formé par explosion. Ce n'est qu'une charge à plateau. Si c'est du cuivre, ça peut avoir des propriétés différentes. Mais c'est exactement le même principe que ce qu'on connaît depuis toujours. Mais on en a accusé l'Iran. Donc, dans le récit des médias américains, c'est une façon de faire en sorte que ces morts en Irak ne soient pas imputés à ceux contre qui on se bat dans cette province, mais à l'Iran. À chaque fois que quelque chose va mal dans le monde et que des Américains sont impliqués, ils cherchent un moyen d'en rejeter la faute sur l'Iran pour pouvoir continuer à entretenir ce récit. Et s'il y a bien 2 choses que chaque Américain entend constamment, c'est que nous sommes en guerre avec l'Iran depuis 47 ans. Depuis 1969, pas depuis les années 50. Et que l'Iran est le principal État qui soutient le terrorisme. C'est comme un mantra. C'en est un, de mantra. Alors pour beaucoup d'Américains, l'attaque surprise du 28 février est totalement justifiée, parce que nous sommes en guerre avec l'Iran depuis toujours, et qu'ils ont tué nos marines à Beyrouth et nos soldats en Irak. Ils préparent les Américains à faire la guerre à l'Iran, je pense, depuis toute ma vie d'adulte. Ça ne s'est tout simplement jamais arrêté. Mais l'Iran est aujourd'hui en mesure de résister efficacement. Et il le fait.
Yeah, yeah. Oui, oui. L'histoire de la région est tellement compliquée. Comme vous l'avez mentionné, le cas de Sabra et Shatila, au Liban, ça a été énorme. Énorme. Je me souviens de l'ampleur des répercussions que cela avait eu à l'époque. Je suis né des années après. Oui, c'était à l'époque où CNN était la première chaîne d'information américaine, diffusant 24 heures sur 24. And that was when, yeah, that was when the CNN was the first in America 24-hour news station. Before that, you would wait until 6:30 p.m. in the Avant, evening and watch on attendait 18h30 pour regarder une demi-heure d'information, avec peut-être 5 minutes d'actualité internationale. CNN diffusait des informations en continu, 24 heures sur 24, sur le câble. La technologie vidéo, combinée au satellite, faisait qu'un caméraman pouvait arriver sur place quelques heures après les faits. La vidéo était mise en ligne, puis vue aux États-Unis 4 heures plus tard. Alors que pour le massacre de My Lai, au Vietnam, il n'y avait que des photos fixes. L'affaire a été dissimulée pendant longtemps, jusqu'à ce que C. Hersh et d'autres la révèlent dans les médias américains. Et puis il y avait des témoins. Mais personne ne savait ce qui s'était passé à My Lai au moment où cela s'est produit. But nobody knew about My Lai when it happened. But Sabra and Shatila, the whole world knew about it. Mais Sabra et Shatila, le monde entier l'a su dès le lendemain. Et c'est grâce aux technologies modernes. Cela a poussé Ronald Reagan à dénoncer Israël et à dire, vous savez, qu'Israël fournissait un appui aérien et un soutien d'artillerie pour le massacre. Il maintenait les gens chez eux sous les tirs d'artillerie et les avions pendant que leurs alliés, ces phalangistes, entraient et commettaient le massacre. Et pour l'Amérique, c'était trop. Mais nous avons la mémoire courte et nous avons oublié. Et vous savez, aujourd'hui, on pense que le Hezbollah est le grand problème au Liban. Le Hezbollah n'existait même pas avant ça. Oui, exactement. Yeah, exactly. Thank you so much, Matt, for being with us today. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons poursuivre ces échanges. Je pense que c'est très important. Vous avez beaucoup d'informations sur la région, sur l'opération militaire et sur ce qui s'y passe. Nous allons continuer ces discussions pour aider notre public à mieux comprendre la situation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Great pleasure to have you. Likewise. De même, for Merci.